le verbe, le langage, la voix, on va voir un peu le texte, l'écriture, le signe, et on va essayer de parler de tout ça, parce que chaque mot, évidemment, a un sens et complète les autres. On ne peut pas se passer facilement les uns et des autres. On a besoin de tous pour donner du sens à tout ça. Je vais vous parler des accords toltèques, je vais vous parler des philosophes, des sophistes, je vais vous parler de la conviction, de la responsabilité, du pouvoir de la parole et du pouvoir de celui qui utilise la parole, et le psychologue en même temps, le pouvoir qu'il a avec cette responsabilité d'accueillir la parole de l'autre et de savoir ce qu'il doit en faire. Ça lui donne et ça lui confère un pouvoir hyper important et donc de la responsabilité. On parlera de la vérité, une parole vraie, qu'est-ce que c'est, et je conclurai par un sujet qui m'est cher, qui est le doute et le doute. Donc, pour parler de la parole, le philosophe commence par de l'étymologie. Et ça nous vient du latin, je ne vous apprends pas grand-chose, et on ne va pas y passer la soirée, mais ça vient du latin parabola. C'est intéressant cette idée déjà d'emblée l'étymologie, parce que l'étymologie qui nous indique que en fait la parole vient de ce qui a donné aussi chez nous parabole, puisque parabola qui a été décliné en paraoula sur le terme rhétorique qui signifiait la comparaison, et on sait que la parabole c'est une comparaison, ça donne en utilisant une image de transposer et de donner du sens aux mots qu'on utilise, et le christianisme qui en a donné une dimension grave et inspirée en la mettant en relation avec le divin, la parole divine. Alors, ça c'est pour faire un peu le malin, c'est le prologue de Saint Jean qui était écrit en grec en première intention et qui dit que en arche en ologos, kai ologos en prostonteon, kai theos en ologos. Voilà, ça fait classe quand même de parler un peu grec sur une soirée. Ça c'est fait. Mais en fait, tout ça, ça veut dire qu'une chose. Ça veut dire que en arche, en ologos, en arche, ça veut dire qu'au principe, l'arché, vous savez, c'est l'archétype. Eh bien, en arché, ça veut dire que en premier, à l'origine, dans le principe, il y avait le verbe. Et donc, ça a donné, vous savez, ces mots dans le prologue de Saint Jean, au début, au commencement, était le verbe. C'est les mots que nous connaissons. Et le verbe, kai o logos, en prostonteo. Et le logos était en Dieu. Direct, dans le prologue, évidemment, de Saint Jean, on va allier la parole au divin. Kai theos en o logos, et Dieu était le verbe. Donc, il n'y a déjà plus de différence entre la parole en soi et le divin en soi. La parole et le divin, dans le prologue de Saint Jean, nous montrent que, en termes de signifiant, le verbe et le divin sont une seule et même chose. Alors ça, c'est intéressant parce que déjà, ça met une étoffe super costaud autour de la parole. Déjà, ça lui donne, au moins, ça lui donne en tout cas de la force, évidemment. Donc, aujourd'hui, on peut parler, ça a beaucoup évolué évidemment, et la parole, elle est considérée, elle est très polymorphe. D'une part, on va parler toujours de cette parole grave et inspirée, donc digne, habitée et obligeante, c'est ce que va être dans le vocabulaire, ce qu'on va appeler le logos, le verbe. Ces termes-là sont vraiment ce qui signifie une parole habitée, et habitée par du divin, grave et inspirée. C'est une parole morale et qui nous engage. C'est aussi une promesse, quand on nous donne sa parole. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous passiez la parole. Ça peut être aussi quelque chose qui donne du pouvoir à celui qui la prend et qui rend vulnérable celui qui se tait. La parole est vraiment au centre de notre humanité dans ce sens. C'est prendre, quand je dis que c'est une promesse, donner sa parole, c'est une promesse. Quand je donne ma parole à quelqu'un, c'est lui promettre de garder un secret ou de garder entre nous un lien qui va m'obliger moralement. Donner sa parole, c'est vraiment une obligation morale qu'on ressent et qu'on promet à autrui en termes de promesse. C'est aussi, peut-être plus poétiquement, prendre le risque d'une lumière.
parce que ça va nous donner aussi un éclairage. C'est prendre le risque d'utiliser la parole et d'éclairer une situation par l'agrégat de mots, de phrases et de sens. C'est prendre le risque d'une lumière. Et j'aime bien cette formule parce que dans votre profession, la parole est au cœur de votre profession, c'est un métier de parole, et vous êtes obligé moralement, quelquefois, peut-être le plus souvent, peut-être toujours, de prendre ce risque de la lumière, en termes d'éclairage, et d'essayer de traduire aussi entre ce que vous entendez et ce que vous voulez transmettre. Donc il y a le risque de la lumière, et la volonté et le besoin, et peut-être la responsabilité du sens de cette traduction. En cela, il y a de la responsabilité. Vous parliez de l'éthique, évidemment, on sent d'emblée qu'en termes de responsabilité, il y a une obligation morale. Dès que le moment où il y a une obligation morale, on va pouvoir parler d'éthique. J'aime bien dire aussi et penser que c'est accepter le risque de l'égarement, en prenant garde de ne pas se perdre. C'est pas grave de s'égarer. Le pire, ce serait de se perdre. Donc, d'accepter ce risque de l'égarement, en prenant garde de ne jamais se perdre, ça vous oblige à tenter aussi quelque chose d'un peu sportif qui consiste à une juste mesure qui va nous obliger à être prudents, d'accepter le risque et donc celui de l'égarement, mais de ne pas prendre celui de la perdition. En cela, dans la parole et dans la transmission et dans la traduction, il y a tout ce travail de prudence, une vertu cardinale de l'Antiquité. La prudence fait partie de ces vertus-là. Alors, là, je vous ai parlé de la parole costaud, celle qui nous habite et celle qui professionnellement nous donne de la valeur. Il y en a une autre qui est un peu plus éculée, fonctionnelle, sans étoffe, nue. Celle, par exemple, du supporter de foot. Vous voyez, elle est moins remplie, elle est moins habitée de responsabilité. Alors, vous aurez compris que je ne suis pas très foot. Mais si, il n'y a pas de match ce soir? Si, c'est pour ça que l'action. Bon, quand je dis celle du supporter de foot, je ne fustige pas le foot en soi. Simplement, il véhicule des choses qui, en termes de parole, ne sont pas peut-être habitées avec autant d'éthique que celle du psychologue quand il va essayer de traduire celle du patient et la transmettre. Donc là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus, qui a plus trait au bruit. La parole, c'est du bruit avec la bouche. Moi, j'ai l'habitude d'en faire. Vous allez voir, ce soir, il y a des moments où je fais juste du bruit avec la bouche. C'est pas forcément tout le temps intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, l'idée, c'est quand même d'essayer de le transmettre, de le partager. Donc, le bruit avec la bouche n'est peut-être pas suffisant. C'est en cela qu'il manque d'étoffe, que la parole se dénude. Et ça, vous allez voir que c'est intéressant, cette idée de nudité, parce qu'on va voir dans certaines civilisations que justement la parole est une façon de tisser le lien entre les uns et les autres. Bernard, peut-être, tu vas commencer à sentir des choses là-dessus qui vont faire écho en toi. Donc il y a l'idée de la voix, du bruit, celle de l'oralité, tout ce qui sort de la bouche, la superfluité. Il n'y a pas que des choses intéressantes dans ce qu'on raconte. Il y a des choses qui ont trait au superflu. Il y a donc cette chanson de Dalida qui nous explique aussi, oui, j'ai des références très sérieuses. Hein. Donc, parole, je ne vous la chanterai pas, mais évidemment, on sent que dans la parole, il y a aussi cette idée de superfluité, de quelque chose d'inessentiel, qui n'est pas forcément très intéressant, ou peut-être pas aussi habité que celle qui est grave et inspirée. Il y a aussi la parole empêchée, les silences assourdissants. C'est un oxymore, mais il y a des silences et vous êtes habitués à ça. Chez certains de vos patients, vous savez qu'il y a des silences qui sont assourdissants, tellement il y a du bruit intérieur, mais qui ne se fait pas entendre par nos oreilles. Et qui nous oblige à tenter de restituer la voix et retrouver peut-être les mots qui nous permettraient ou qui permettraient au patient de faire un peu de bruit avec sa bouche, mais de l'habiter en termes d'étoffe. Alors ça va être loupé aussi, parce que là, je voulais vous montrer un exemple d'un langage que vous connaissez peut-être, celui de
du Silvo à La Gomera. La Gomera, c'est une île qui est aux Canaries, et c'est un langage sifflé. Alors, donc, je vais vous montrer ce que j'avais quand même des images, mais c'est dommage, on n'entend pas le bruit. Donc, je ne suis pas sûr que ça. Voilà, en plus, j'arrive pas à foutre. Bon, c'est pas grave, on va pas casser la news. Vous allez sur Internet, sur YouTube, vous tapez El Silvo de La Gomera et vous allez entendre ces gens qui sifflent des montagnes. Il faut savoir que La Gomera, c'est une île très montagneuse et qu'ils ont culturellement mis en place un langage sifflé. Et c'est un langage sifflé, mais qui est traduit par des mots très précis. La parole, elle va bien au-delà du bruit avec la bouche. Alors bien sûr, ça c'est du bruit avec la bouche, mais c'est un langage construit, sifflé, en dehors d'une syntaxe. Néanmoins, la complexité du sifflement permet de se comprendre et de communiquer. Donc ça, en cela, c'était intéressant. Bon, il y a des langages aussi très intéressants et très profonds. Celui des Shadok, qui a bercé mon enfance, c'est intéressant de parler de la pensée, du signe, du mot, du phonème, du sens, de la traduction. On a parlé de l'interprétation. Et chez les Shadok, il faut savoir que pour l'écriture, c'était assez facile. Ça ne s'écrivait pas du tout comme ça se prononçait. Il y avait des signes. Alors on est dans le domaine de l'absurde, mais c'est absolument génial. C'est-à-dire que j'ai fait un petit tableau avec l'idée, le signe, le phonème et la traduction en français. C'est très intéressant parce qu'ils ont fait un signe, et ce signe veut dire gars. Il faut savoir que le vocabulaire des Shadok se cantonne à 4 mots, vu que dans leur cerveau, il n'y a que 4 cases. Et donc, chaque fois qu'on veut remplir une case, et qu'on y met, on peut y mettre un mot. Et donc, il y a 4 mots qui sont gabusomeux. C'est super important d'intégrer ça, parce que si vous voulez y rentrer quelque chose de plus, on est obligé de sortir un mot de la case pour y mettre un autre mot. Donc, culturellement, ils ont décidé qu'avec ces 4 mots, ça suffisait pour se comprendre. Et par exemple, ga, ça veut dire moi. Il faut savoir que pour dire toi, il suffit de doubler le moi, et ça fait gaga. Et gaga, ça veut dire toi. C'est intéressant de savoir que l'autre est parlé et énoncé déjà comme un gaga. Alors, gabusomeux, si on veut, déjà dans le principe de la phonétique, mais aussi du texte, il faut savoir que bu, ça veut dire petite pompe hélicoïdale avec des roulettes, que zo, ça veut dire lui, et que me, ça veut dire brosse à dents, mais ça veut dire aussi autobus tournant à droite. C'est toujours très intéressant de voir de quelle façon on peut construire un langage à partir de 4 mots. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a un signe. Ce signe, nous, eh bien, on l'a mis comme ça, puisqu'on a fait un alphabet. Néanmoins, qu'est-ce qui nous dit que ça se dit ga? C'est qu'on a construit que le G et le A, on leur a donné un sens, et que B et A ça fait bas, et que G et A ça fait ga. Et donc on a un nouveau signe, mais qu'on a construit nous en français, qui est un phonème Shadok, et qu'on traduit. Donc, du signe à la traduction, on voit déjà qu'il y a des espaces. Entre l'idée et la traduction, il y a encore du travail et de la déclinaison. Donc on comprend évidemment que de l'idée à l'expression de l'idée, il y a tout un travail à faire et tout un travail de traduction. Alors, chez les Shadok, les mots peuvent tous signifier à peu près n'importe quoi, ce qui permet à chaque Shadok d'utiliser n'importe quel mot avec l'assurance que son interlocuteur comprend quelque chose qui lui convient. Malgré cela, le texte narratif indique que les Shadok sont capables aussi de communiquer avec des idées très compliquées. On est dans le domaine de l'absurde, mais en même temps peut-être du génial, et ça vaut le coup d'aller fouiller dans ce truc-là. En tout cas, vous avez compris que ça m'éclatait, et que j'adorais transmettre ça en termes de complexité et d'absurde, de voir peut-être une forme de rationalité dans notre propre langage, où l'absurde n'est peut-être pas tout à fait absent. Alors revenons sur des choses un peu plus sérieuses, et sur de la mythologie égyptienne. Alors je vais vous parler de Thoth, parce que Thoth, lui, il est le garant de cette parole. Donc si vous vous interrogez sur le psychologue, est-ce qu'il est garant de la parole d'autrui? Dans la mythologie, ils en ont un garant de cette parole, et c'est Thoth. Thoth, c'est ce dieu qui est avec un corps d'homme et une tête d'ibis, avec un long bec.
Alors il est garant de la parole divine. Dans la représentation de la psychostasie, c'est la pesée de l'âme, c'est Thoth qui note les résultats de la pesée de l'âme. Chez les Égyptiens, quand vous mourrez, vous passez au tribunal. Et on va peser votre cœur, on va peser votre âme. Donc, on va retrouver dans cette pesée, d'un côté, alors on ne voit pas grand-chose, mais d'un côté, une urne dans laquelle on met le cœur du défunt, et de l'autre côté, sur l'autre plateau, il va y avoir la plume de Maat. La plume de Maat, c'est la plume de la vérité, vérité-justice. Ça veut dire les deux choses. Et donc l'idée, c'est que votre cœur soit en équilibre avec cette plume de Maat. On imagine que le cœur, il convient qu'il fût léger pour pouvoir s'équilibrer avec cette plume de Maat. Ce qui est très intéressant dans l'iconographie égyptienne, c'est que c'est toujours Anubis qui préside. Alors Anubis, c'est celui qui a une tête là de... Je sais pas comment de chien, je sais pas. C'est lui qui préside à ce tribunal. Et on a Thoth qui est représenté soit avec une tête d'ibis, soit au-dessus de la balance sous forme d'un babouin. C'est pas très intéressant, mais c'est intéressant de voir que Thoth a deux représentations totalement différentes, soit avec une tête d'ibis, soit avec un corps de babouin. Mais c'est Thoth qui va, avec Horus, tarer cette balance. Ce qui est super intéressant, c'est que le cœur n'a pas besoin d'être l'égal de la plume. Dans cette tare, on voit que Horus, et alors je crois qu'il y a une autre icône qui est peut-être plus parlante, peut-être celle-ci, voilà. Donc là, on a Anubis, là c'est le petit babouin, c'est Thoth qu'on retrouve ici, et là il y a une tare. Là on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que dans cette balance, là il y a la plume de Maat, et là il y a le cœur, et il y a cette tare qu'on va pouvoir bouger d'ici à ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir régler et tarer la balance et faire en sorte que le cœur s'équilibre avec la plume de Maat. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit directement l'égal de la plume, mais qu'il y ait une forme de juste mesure qu'on va retrouver dans la Grèce antique avec Aristote, qui va engager à ce que la vertu puisse être une juste mesure entre un excès et un défaut. Et bien là, dans l'idée de tarer, on voit qu'il bouge la tare vers la plume, de façon à rendre la plume aussi un peu plus lourde et l'équilibrer avec le cœur. Donc, une fois que vous avez réussi cet exercice, Thoth écrit la pesée exacte du cœur et il le signifie donc sur un parchemin. Derrière lui, vous aurez vu une bestiole assez bizarre qui s'appelle Amout. Et cette bestiole ne devait pas être très sympathique, hein. Elle avait une tête de crocodile, un corps de guépard et un cul d'hippopotame. On imagine qu'elle ne devait pas être sympathique en soi. En fait, elle guette un truc, c'est-à-dire que si vraiment vous ne passez pas l'exercice à Mout, il vous becque d'un seul. Donc ça vaut le coup de réussir quand même l'affaire pour se présenter devant Osiris, qui est le gardien du temple des dieux. Le boulot de Thoth, revenons sur lui parce que c'est lui qui nous intéresse. Dans la mythologie égyptienne, Thoth est celui qui va être rigoureux. C'est celui qui est considéré par les dieux, missionné par les dieux, pour inscrire l'exactitude du poids de l'âme du défunt. En cela, il ne donne lieu à aucune déclinaison, à aucun dérapage. Il est même considéré comme pas très rigolo, Thoth. Voire même on le lui reproche. Il est tellement rigoureux qu'il arrive à être ennuyeux. Il faut dire que c'est aussi le dieu de la connaissance, c'est celui de la science, c'est celui de la rigueur. Eh bien, celui de la science et de la rigueur, considéré par les autres dieux, est finalement considéré comme un dieu emmerdifiant. Il est lourd, il est tellement rigoureux qu'il n'est pas vraiment marrant. Alors, il préside donc au tribunal des morts, aux côtés d'Osiris, lors de l'audition des défunts. Il veille à ce que la balance pesant l'âme soit équilibrée et note le résultat de cette pesée. Il y a dans ce procès l'idée
que la parole inscrite par Thoth soit une parole juste. Il est tellement rigoureux qu'il ne va pas biaiser le contenu de ce cœur, et la parole de Thoth va être une parole juste, une parole, encore une fois, grave et inspirée, qui vient des divinités. Donc cette parole a un sens, on va dire, béton. Le mal est combattu et la justice est établie. Il y a tout ce travail entre le bien et le mal dans cette balance, de faire en sorte que la vérité puisse s'exprimer et s'équilibrer grâce à cette plume de mat qui va donner donc l'étalon de la juste mesure. Ah oui, ça c'était pour juste expliquer l'histoire du babouin de la tête de ma chaîne. Je l'avais mis dans le bon ordre, vous je l'ai fait, on va pas y rester longtemps. Une autre cosmogonie qui est celle des Dogons. Chez les Dogons, la parole a vraiment quelque chose de très précieux. La parole, d'abord, nous disent les Dogons, c'est une production du corps. Alors que dans notre civilisation, on pourrait penser que c'est une production de l'esprit. Les Dogons nous disent que c'est une production très substantielle, très organique. C'est le corps qui produit la parole. Elle est fabriquée par le corps et par la personne tout entière, nous disent les Dogons. Elle est avec l'enfant, vous voyez à quoi il compare la parole, avec l'enfant, l'une des plus hautes productions de notre humanité. C'est-à-dire que cette production physique de la parole va se retrouver être à la hauteur de la naissance d'un enfant. Vous voyez l'image de la responsabilité que la parole, avec laquelle la parole va être habillée et habitée. Alors, là aussi, ils sont à fond dans la symbolique, et ils disent, dans cet organisme, ils disent que la parole s'inscrit entre deux organes, masculin et féminin, la langue et l'oreille. La langue en termes de symbole masculin, et l'oreille en termes de symbole féminin. Une, bien sûr, en protubérance, l'autre en creux, et c'est par la langue que la parole va féconder l'organe féminin qui va être reçu dans l'oreille. Il y a une complexité aussi assez intéressante, puisqu'on va retrouver un double organe dans l'oreille, parce que l'oreille va être, si on la décrypte aussi, comme les Dogons le font, c'est les Dogons qui le décryptent ainsi, le pavillon va être symbolique aussi d'un organe sexuel. Le lobe même est indiqué dans le même mot que le mot testicule en Dogon. Si vous voyez quelqu'un qui se gratte le lobe, vous le verrez différemment. Il y a donc dans le même organe cette dualité de l'organe masculin, de l'organe féminin et de l'autofécondation finalement qui est très intéressante pour la parole. Il est très intéressant en soi de travailler sur soi. Et avec ce double organe, on peut travailler sur soi. On peut se parler à soi-même, on peut se travailler, on peut imaginer, penser, méditer et produire de la parole pour soi-même. En cela, les Dogons ont mis en place cet organisme qui nous permet de travailler sur nous-mêmes, mais aussi de féconder l'autre par les organes de la langue et celle de l'oreille. Donc le mouvement de fécondation, les mots sont semences. Si la langue est un organe masculin et l'oreille un organe féminin, les mots sont symbolisés par de la semence. Et c'est avec les mots que vous allez féconder l'organe féminin. La bonne parole qui contient de l'eau et de l'huile, elle est fécondante, nous disent les Dogons, non seulement par le couple, pour la société, pour l'humanité, mais elle agit aussi sur le cosmos. Elle agit sur les plantes, sur les animaux, sur toute la fertilité du monde. Je ne vous cache pas mon accointance pour la cosmogonie Dogon, qui est d'une préciosité pour notre humanité et qu'il convient de soutenir, surtout actuellement avec ce qu'il traverse, puisque c'est au Mali, c'est dans la falaise de Bandiagara, et aujourd'hui dans des conditions politiques très complexes, puisque ce sont des zones qui sont tenues par AQMI, et donc c'est les terroristes qui sont là, qui empêchent toutes les actions humanitaires de pouvoir venir les soutenir. Donc ça c'était le petit billet un peu résistance. Dans la mythologie Dogon, le 7e ancêtre se métamorphose en métier à tisser. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure,
c'était intéressant de voir que ça pouvait tisser des liens. Les Dogons ont imaginé clairement que le métier à tisser permettait la parole, et que cette parole était du lien, que ce lien se tissait. Et ils ont fait carrément une symbolique très forte dans le tissage, dans le métier à tisser Dogon. Alors peut-être je ne vais pas lire exactement ce qu'il y a marqué, mais dans le métier à tisser Dogon, tout est symbolique. Alors, la casa palabre, ça ressemble à ça. Alors il y en a de formes un peu différentes, mais à chaque fois, c'est un endroit où il fait frais, qui est très aéré, et où les hommes se rassemblent pour partager la parole. C'est un endroit dédié à la parole. On ne peut pas s'y tenir debout, tout simplement pour éviter les conflits et pour éviter de se battre. On est obligé de s'y asseoir ou de s'y allonger, et de parler assis ou allongé. Impossible de parler debout dans une casa palabre. En cela, il y a une grande sagesse qui nous oblige, finalement, à nous asseoir et de travailler déjà sur nous avant de pouvoir communiquer avec les autres. Donc, de magnifiques temples dédiés à la parole, et dans la cosmogonie Dogon, ces casa palabres, on les reconnaît très vite. Et tout le monde n'y est pas accepté, les femmes ne sont pas acceptées. Dans la maison des femmes, les hommes ne sont pas acceptés. Mais c'est vrai qu'encore, les féministes peuvent avoir à redire sur ce partage de la parole qui, chez les Dogons, est encore partagé uniquement par les autres. Donc, j'avais dit, le texte devient ainsi textile, et la parole se partage dans un temple dédié, ces cases à palabre. D'autres formes de parole, alors moins poétiques et moins culturelles, ou du moins qui ont quand même qui ont eu beaucoup de force et beaucoup de pouvoir. Et les sophistes et les philosophes, ces saligots, ont utilisé la rhétorique pour pouvoir utiliser la parole pour convaincre. Les sophistes, c'est des gens qui étaient payés pour préparer le peuple à ce que les lois puissent se passer facilement. Donc il y avait des gens qui nous appartiennent, nous appartiennent à tous, et que nous partageons l'idée professionnellement, et c'est peut-être en cela que nous sommes garants de la parole d'autrui, c'est de l'habiter par de l'éthos. Et ça nous appartient, c'est notre boulot à nous. Une autre civilisation, que vous connaissez sûrement, vous avez bien entendu parler, ils ont vendu beaucoup de bouquins là-dessus, c'est les accords Toltec. Les accords, c'est encore une civilisation qui avait un système éthique bien campé sur 4 piliers importants. Et le premier dit que ta parole soit impeccable. Déjà, ça oblige le citoyen Toltec à parler en termes le plus véridique possible. Qu'il y ait le moins de choses parasites dans sa parole. De parler avec intégrité, de ne dire que ce qu'on pense, de ne pas utiliser la parole contre soi-même, ni pour médire sur autrui. Donc il y a déjà une forme de déontologie, un devoir, quelque chose qui nous oblige dans cette parole qui est le premier accord Toltec. Je vous passe les 3 autres, puisque en fait, ces accords Toltec vont s'augmenter l'un de l'autre pour arriver à construire le 4e qui consiste à faire de son mieux. Et on ne peut faire que de son mieux qu'en étant passé par les 3 étapes précédentes. Alors les Grecs, j'ai mis du temps à y arriver, mais évidemment c'est une étape incontournable pour les philosophes. La vérité en grec se dit aletheia. Aletheia, il y a un radical qui est l'été, qui est le fleuve l'été, et un A préfixe et privatif qui est aletheia. Ça veut dire en dehors du fleuve. Il faut dire que ce fleuve l'été, dans la croyance grecque antique, quand on mourait, on passait donc dans l'Hadès, dans le royaume des morts, et notre âme pouvait revivre. Il y avait une forme de réincarnation, et cette âme, avant d'être réincarnée, devait traverser le fleuve l'été. Et dans le fleuve l'été, on dit que ce sont des eaux oublieuses, c'est-à-dire qu'en traversant ce fleuve, vous oubliez ce qui s'est passé dans votre vie avant. Néanmoins, la vérité, c'est ce que
saurait une âme capable de se souvenir de sa vie antérieure. Parce qu'il faut savoir qu'avant de traverser le fleuve l'été, et dans l'Hadès, il y a ce lieu précieux qui est le lieu de la vérité. Et ce lieu où les choses sont clairement énoncées, clairement comprises. En cela, les âmes qui traversent le fleuve l'été auraient un léger souvenir. Mais pour comprendre et se rappeler de ce qui s'était passé avant de traverser le fleuve, on a besoin de passeurs. On a besoin, là où elle a pu contenir les sens qui ne sont plus réels que dans le monde sensible, il était nécessaire donc d'avoir recours à des passeurs, les oracles, les devins, les psychopathes. On avait besoin de ces types, vous savez, qui faisaient le lien entre le divin ou entre avant le fleuve l'été et après le fleuve l'été, c'est-à-dire notre monde réel. Aujourd'hui, la question, c'est peut-être que nous sommes finalement ces chercheurs, ces archéologues, dans le sens où archéologos, nous serions des chercheurs du principe du verbe. Archéologos. Arché, le principe, logos, le verbe. L'archéologue, c'est celui qui cherche les principes du verbe, le commencement du verbe. Et peut-être que notre boulot, quand je dis notre, c'est que je m'associe déjà en termes de cousinade aux psychologues, avec les philosophes, nous avons peut-être ce travail d'essayer de remonter la source et trouver une forme de sens, peut-être pas encore de vérité, mais de revenir au principe et à la source du mot et de cette parole. Alors ce que je vous propose, c'est une philosophie conséquentialiste. Toutes les civilisations s'accordent sur la responsabilité du verbe. Toutes celles qu'on a balayées, on s'aperçoit que la parole, elle est quand même grave et inspirée, en premier. Qu'il y a quelque chose de fort qui nous oblige. Ça nous oblige moralement. Et donc, quand je dis moralement, c'est en termes d'éthique. Quand on dit, il y a toujours cette confusion entre éthique et morale. Mais quand on parle d'un discours moral, c'est un discours qui va bousculer, chercher ce qui a trait au principe même de la morale. L'éthique, c'est ce qui interroge les principes de la morale. La morale, elle dit ça c'est bien, ça c'est faux. Ça c'est bien, ça c'est mal. Elle est affirmative, la morale. Elle ne s'interroge pas. Elle est très affirmative. Elle dit ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal. L'éthique, elle, se demande justement si c'est vrai ou si c'est faux, ou si c'est bien ou si c'est vraiment mal. En cela, la posture éthique, c'est une posture éminemment subversive. Parce qu'elle réinterroge des choses que nous ne réinterrogeons plus depuis très longtemps. Et ça vaut le coup de secouer un peu quelquefois la poussière. Ça permet de redécouvrir des peintures, ça permet de redécouvrir des sens qu'on avait peut-être un peu oubliés. Ou oubliés, ou alors les redécouvrir, comme un voyage. Et j'ai perdu le nom de ce poète qui disait que nous explorerons des territoires et nous reviendrons à l'endroit d'où nous sommes partis et nous redécouvrirons cet endroit pour la première fois. En fait, le boulot du chercheur dans le logos, c'est de réussir encore à s'étonner lui-même, de découvrir des choses et de ne pas aller chercher ce qu'on a envie de trouver, mais juste de découvrir le lieu pour la première fois, qui quelquefois est fondamental, quelque chose qu'on utilise tous les jours, quelque chose qui est de l'ordre de la routine. Il n'y a rien de pire que cette routine, parce que l'habitude nous enclenche dans une forme d'aveuglement, de cécité, et nous laisse peut-être, nous occulte de différents possibles. L'éthique, elle va bousculer justement cette routine, et elle va réinterroger les choses qu'on ne réinterroge pas assez, qu'on n'a pas interrogées depuis très longtemps et qui méritent de l'être. Donc, il y a des responsabilités sous toutes leurs formes, morales et professionnelles pour nous. Donc, est-il garant de la parole d'autrui, ce psychologue? La psychologie sans ethos, c'est possible. Yankelevitch, qui était musicologue avant d'être philosophe, nous disait « Ah, on peut vivre à sa musique, mais moins bien. » Eh bien, la psychologie, on peut faire la psychologie sans ethos, mais moins bien. Et ça vaut le coup de lui en injecter. Donc,
je fais le lien avec la rhétorique d'Aristote. Aristote, lui, c'est un système philosophique, et dans la métaphysique, dans la rhétorique, il a fait un bouquin là-dessus, sur la rhétorique, qu'on peut résumer, ça c'est peut-être très rapide, mais une vraie rhétorique aristotélicienne, philosophique, se situe sur 3 piliers essentiels que sont l'éthos, le pathos et le kairos. L'éthos, il commence par le pathos. En fait. Le pathos, ça n'a rien de maladif, le pathos. Vous, les psychos, vous avez tendance à penser que le pathos, c'est quelque chose de relativement négatif. On dira, celui-là, il est toujours le pathos. En principe, c'est des gens qui ont toujours un bec de travers. Bon. Le pathos, pour Aristote, en grec, le pathos, c'est l'état d'esprit. Il y a des pathos négatifs, comme il y a des pathos très positifs. Moi, ce soir, je suis dans un pathos super positif. Je suis accueilli par des psychologues, c'est merveilleux, et je les remercie encore. Donc, c'est un pathos très positif. L'idée, c'est de comprendre le pathos d'autrui. Ensuite, d'injecter de l'éthos dans la relation, c'est-à-dire une démarche vertueuse qui cherche le bien suprême et le vivre ensemble, le mieux possible. C'est ça l'éthos. L'éthos n'est rien d'autre que ce qui nous permet d'accéder au bonheur en soi. C'est la recette du bonheur. Ça vaut le coup de le tenter. Et le troisième truc, qui est un petit bouton assez sympa mais déterminant, le kairos, c'est le moment opportun. C'est-à-dire que si vous donnez, pour un médecin par exemple, si vous donnez un médicament avant que ça soit vraiment utile, il ne va pas être efficace. Si vous le donnez après et trop tard, ce ne sera évidemment pas forcément un remède non plus. Il y a un bon moment. Il y a cette visée juste. Et pour le mot, en termes de remède, ça me paraît assez intéressant de le construire dans ce sens. C'est-à-dire que le remède, en termes de mots, il doit aussi tomber sur un bon moment, sur un kairos. Et ça, avec votre pratique, vous devez savoir, vous devez le sentir. Et je suis sûr que quand vous y arrivez dessus, vous sortez de là en disant « Yes, je vais chômer ». Et bien, ce kairos-là, dans la rhétorique d'Aristote, il est déterminant dans la relation. Ethos, pathos, kairos. Donc la parole de l'autre m'oblige. En ça, c'est peut-être une des réponses en termes de garantie. C'est-à-dire comment sommes-nous le garant de la parole d'autrui? Peut-être juste dans le fait que cette parole-là m'oblige. Comme Lévinas nous dit, c'est le regard de l'autre qui m'oblige. C'est le visage de l'autre qui m'oblige. C'est par le fait que l'autre me regarde que je me dois de lui répondre. En cela que je suis, moi, pétri de pouvoir et de compétences, et que ces compétences n'auront du sens que si je les mets au service d'autrui, parce qu'autrui est vulnérable. Le pouvoir n'a de sens que si on le met, en termes d'éthique, au service des personnes vulnérables. L'éthos se situe exactement sur ce point-là. Lévinas nous dit, c'est le visage de l'autre qui m'oblige, et en cela, je dois lui répondre par la voix, me voici. Voilà l'éthique de Lévinas, qui nous dit, il faut être courageux et se lever, et en répondant à la sollicitation d'autrui, de dire, je suis là pour prendre soin de toi, me voici. Le me voici lévinassien est quelque chose de fondamental parce qu'il nous oblige moralement. On sait ce que c'est. Lévinas nous parle du regard, nous on parle de parole. Je crois que tous ces sens ne sont pas si éloignés les uns des autres et qui sont évidemment complémentaires. On sait très bien que dans le regard d'autrui, eh bien, il y a des façons de le soutenir ou de ne pas le soutenir. Tous autant que nous sommes, et ce soir par exemple, il suffit que je me cale sur quelqu'un par exemple et que je ne le quitte plus des yeux, cette personne va au bout de 3 secondes dire il est relou le type, il va me est-ce qu'il me lâche et là on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le fait que j'ai oublié tous les autres, que je ne regarde que vous, vous devez sentir que ça pèse un peu. Bon, je vous lâche. Parce qu'au-delà de 2 secondes, dans une conversation ordinaire, eh bien, la soutenance du regard est vécue comme dérangeante. Il n'y a finalement que très peu de situations qui nous permettent, ou du moins qui nous recommandent même, de soutenir le regard d'autrui. Quelles sont-elles? Je vous pose la question.
Quelles sont ces situations qui sont recommandées pour soutenir le regard d'autrui? Le regard amoureux, bien sûr. La situation amoureuse, il est recommandé de se fondre dans le regard d'autrui. Si au bout de 3 secondes, vous commencez à regarder la montre, ça ne va pas le faire. Oui, c'est très recommandé dans la situation amoureuse. Et l'autre? Alors, l'enfant, la personne vulnérable, tout simplement, dans le soin, et dans le sens où j'en parlais de Lévinas, c'est cette façon de répondre à autrui en soutenant le regard, en disant oui, je suis là. Tu as besoin de moi, je suis là, me voici. Et là, en ce sens, on peut soutenir le regard, et là, c'est recommandé éthiquement. Si on garde le regard en fronçant un peu les sourcils et qu'on ne lâche pas la personne, ça devient vite agressif. Vous êtes échappé déjà 3 fois en 4 secondes. Donc, on peut être provoqué par quelqu'un qui vous soutient le regard. On n'est pas habitué à ça. Il y a un petit jeu que j'adore, moi, c'est quand je vais à Toulouse, que je m'assois dans le métro, et vous avez dû vivre ça, surtout quand vous arrivez à Balma. Nous, en principe, en arrivant à Toulouse, on arrive souvent, nous, tous par Balma. Donc à Balma, c'est le début de ligne. Donc le matin, vous prenez le métro, le 20 minutes, là, comme vous tente, parce que vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, on le fout sous le pif, donc vous prenez le 20 minutes, et tout le monde arrive au métro avec son 20 minutes. Le métro arrive, les portes s'ouvrent, on s'assoit tous en même temps, et tous en même temps, on ouvre le 20 minutes. Et on tourne les pages en même temps, puisque là, tous vous commencez en même temps. Et donc, à chaque fois, c'est effrayant. C'est-à-dire que là, si vous levez les yeux et que vous voyez que tous les types qui tournent la page du 20 minutes en même temps, qu'ils l'ont commencé tous en même temps, ils vont le finir aussi tous en même temps, ils vont tous le lâcher en même temps, c'est quelque chose d'horrible. Mais il y a un petit jeu génial qui se fait. C'est-à-dire que dans ce truc de 20 minutes, là, dans ce petit journal qu'on a, qui n'est pas forcément brillant pour la littérature, mais ça nous occupe le regard, quoi. Ça nous donne une contenance, ça nous permet de fixer. Mais vous êtes tranquille qu'il y a un petit jeu qui se crée, c'est que très régulièrement, il y a quelqu'un qui lève en merde. Donc on est quand même conscient qu'il y a de l'altérité, et cette altérité est aussi consciente que vous êtes derrière votre 20 minutes, et que de temps en temps on croise un regard. Ah, mais ça c'est surtout, il faut faire gaffe, parce qu'il ne faut pas rester plus d'une seconde à regarder autrui dans le métro. Mais c'est très intéressant de voir cette incapacité humaine à soutenir le regard de l'autre, si ce n'est dans des situations très particulières et singulières que sont le soin et que sont la situation amoureuse. Ça, c'est la parole de l'autre, donc, qui m'oblige. Et je dis, de quelle façon le psychologue est-il gardien de la parole d'autrui? Garant et gardien. C'est ça l'idée aussi. Quand vous m'avez dit, est-il garant? Moi, j'ai entendu gardien. Et cette idée... Oui, tout à fait. Et donc, cette idée de gardien, elle est aussi habitée de responsabilité. Alors, j'ai mis l'histoire d'Abel et Caïn, bien sûr, puisque Caïn, quand l'œil de Dieu lui court après, qui traverse le désert, qui a toujours cet œil de Dieu qui le poursuit après le meurtre de son frère, et qui dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Suis-je le gardien de mon frère? Voilà la question de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? C'est la question que le psychologue peut se poser. Suis-je le gardien de la parole d'autrui? Et c'est la question que vous me posez, que nous partageons ce soir. Sommes-nous les gardiens de la parole d'autrui? En quoi quelque chose m'oblige pour garder cette parole, pour prendre soin de cette parole? L'histoire de Caïn et d'Abel, évidemment, elle est très symbolique, mais elle donne peut-être une réponse à cela. C'est-à-dire que si je ne suis pas le gardien et que je puisse la déprécier, la mépriser, voire l'annihiler, la détruire, en cela, la culpabilité et l'œil de Dieu suit Caïn jusque dans la tombe. Caïn, l'œil était dans la tombe et Caïn. On voit bien qu'il y a cette peur aussi et cette crainte. Alors je suis très judéo-chrétien avec les exemples que je vous donne, mais cette symbolique biblique, je trouve parlante pour cette histoire de parole. En tout cas, j'avais envie de le partager avec vous. Oui, voilà un truc aussi que je vous propose à discuter. J'ai oublié de vous dire que dans tout ce que je vous raconte, moi, il n'y a rien de vrai. C'est clair là-dessus, moi je suis tranquille. C'est-à-dire que même les gens qui seraient trop d'accord avec moi, je les trouve vite suspects. Donc n'hésitez pas à me fustiger ou à me contredire. Je vous fais une proposition ce soir.
il y a une idée qui me plairait assez, qui serait que l'idée d'être co-auteur de la parole d'autrui pourrait être intéressante pour ce que nous en avons à en faire. Elle nous oblige moralement à faire de notre mieux. Et je reprends une expression de Paul Ricoeur, avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est la définition de Paul Ricoeur pour l'éthique en soi qui dit que l'éthique, c'est viser une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Finalement, peut-être que l'idée d'être co-auteur. Co-auteur, pourquoi? Parce que, bien sûr, le patient va faire du bruit avec la bouche et qu'il va nous appartenir de donner du sens à ce bruit. Soit on le prend en tant que tel et on le lit en tant que bruit et on va le traduire en tant que bruit simplement, voire on va faire une traduction, une exégèse de ce mot pour essayer de lui donner du sens avec les compétences que vous avez acquises et votre profession qui va permettre de traduire, d'interpréter le mot tout en étant dans la volonté de rester sur l'archéologos, sur le principe et la source du mot lui-même. Cette idée d'être co-auteur, ça veut dire que lui est auteur du mot et qu'en même temps vous allez le traduire. Alors le traducteur n'est jamais co-auteur dans un livre. Néanmoins, c'est vous qui allez permettre peut-être aux autres professionnels d'accéder à un sens qu'ils n'auraient pas perçu. Et en cela, vous êtes précieux dans une étude de soins, dans le sens où vous allez nous aider quelquefois à dévoiler, et ça c'est un travail très philosophique aussi, il y a ce dévoilement pour arriver à une forme d'aletheia et retrouver finalement le sens qu'il y avait avant de traverser le fleuve l'été dans la parole de l'autre. Alors, bien sûr, vous aurez compris que dans ce pouvoir que vous avez, eh bien, vous êtes construit et vous construisez en même temps quelque chose qui est de l'ordre du remède et du poison. Vous pouvez très bien être un remède pour autrui, vous pouvez très bien être un poison pour autrui, vous pouvez très bien être un poison pour vous-même, voire un remède pour nous. C'est cette idée du pharmacone. Vous avez dû entendre parler de ce double principe, qui est largement, on va dire, qui est peut-être simplement illustré par le médicament. En grec, le pharmacone nous dit que il y a ce double principe dans le médicament qui permet, si vous le donnez au bon patient, au bon moment, sur la bonne pathologie, il y a des chances que ce soit un remède. Si vous ne le donnez pas sur le bon patient, ou pas à la bonne dose, ou pas au bon moment, il est très probable que ça devienne un poison. Et pourtant, c'est la même chose. C'est le même principe. Et il y a cette dualité. Et je crois, moi, intimement, que nous sommes des pharmacones, que nous sommes construits dans cette dualité, que nous sommes construits en remède et en poison, de la même façon qu'autrui l'est, de la même façon. Il reste à nous, dans la déontologie et dans l'éthique que nous avons, de faire en sorte que le remède, évidemment, s'exprime plus vite et plus facilement que le poison. Et de le freiner, ce poison. Et pour freiner ce poison, ce que je propose, c'est d'être co-auteur et tisser ce textile avec et pour le patient, pour viser le bénéfice d'autrui. Tout à l'heure, dans ce que vous disiez, vous parliez d'objet. Vous n'avez pas utilisé le mot de sujet, mais tant que le patient est objet, eh bien, il est l'objet de notre préoccupation, il reste objet. Et l'idée, ça va être peut-être de lui restituer sa place de sujet. Et restituer la place de sujet à un patient, c'est accepter qu'il nous agace aussi, et de pouvoir négocier avec lui cette parole. C'est-à-dire de ne pas le penser au centre du système, comme on voudrait nous le faire croire depuis une vingtaine d'années. Il faut mettre le patient au centre et au cœur du système. Connerie budgétaire. C'est-à-dire que tant qu'on le laisse au centre du système, il n'est que l'objet de notre préoccupation. On ne lui donne pas du tout l'opportunité d'être sujet dans ce sens-là. Il reste l'objet de notre réflexion. Alors évidemment, si on veut le sortir du centre, on va le mettre sur le bord, de la même façon que nous y sommes assis,
et on va lui restituer sa place de sujet. Alors ça, c'est souvent emmerdant parce que ça veut dire qu'on va lui donner la parole et qu'on va être obligé de négocier des trucs avec lui. Et qu'il va avoir aussi sa part de vérité qu'il va falloir faire avec le patient et pour le patient, quelquefois contre aussi le patient. Et en tout cas, dans ce système, ce qu'on a fait, c'est que si on sort le patient du centre, la place est vide au milieu. Et ce que je vous propose, moi, c'est juste d'y mettre quelque chose qui pourrait satisfaire tout le monde, c'est le soin. Que le soin soit vraiment l'objet de notre réflexion, de notre préoccupation, avec et pour le patient. De cette façon, l'objet de notre réflexion, c'est le soin. Le patient devient sujet, au même titre que nous, soignants, nous sommes sujets, et nous allons négocier de sujet à sujet sur le même objet, qui est le soin, que nous prévoyons, ou que nous allons négocier pour et avec le patient. Alors, c'est dans ce sens-là que l'idée de co-auteur m'intéresse, de co-auteur de cette parole, puisque cette parole, on va la négocier, et on va en fabriquer une qui n'est pas tous les jours simple, et c'est en cela qu'elle pourrait être intéressante, qu'elle va se féconder d'une partie à une autre, pour construire quelque chose qui puisse avoir du sens pour tous. C'est dans cette idée que je vous propose cette idée de co-auteur. Et le textile, il a ça d'intéressant, c'est qu'en principe, il est fait pour ne pas laisser cette parole nue, de ne pas laisser cette humanité nue. Elle est faite aussi pour nous habiller. Et en cela, les deux mots nous aident à le penser. Alors, il y a cette idée de confiance inquiète, c'est un petit concept à moi, ça, qui m'est cher. C'est-à-dire que vous avez compris que si je suis dans l'idée du pharmacone, dans la philosophie du pharmacone, j'estime que les choses contraires peuvent parfaitement vivre ensemble. Les idées contraires sont faites pour vivre ensemble. Dans une démocratie, ce n'est pas une idée et une pensée unique qui doivent présider. Ce sont des idées en conflit qui doivent vivre ensemble. Et c'est ce travail dans une démocratie, des idées contraires qui doivent s'agencer et se négocier, être en tension, mais une tension positive qui va permettre à cette démocratie d'avancer. Dans la négociation et dans la parole, c'est un peu la même affaire. C'est un peu ce que je propose. Et pour la confiance, vous aurez compris que confiance inquiète, c'est un truc, c'est un peu oxymorique. Ça a beaucoup de sens pour moi. C'est-à-dire que, vous savez que si on veut mettre en place un climat de confiance avec le patient, on lui impose quelque chose de terrible. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont été trahies, toutes, sans exception, l'ont été par des personnes en qui elles avaient confiance. Il n'y a pas d'exception à ça. C'est agaçant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance ou pas mettre en œuvre ce système de confiance. Mais si vous mettez en œuvre ce système de confiance, vous imposez la possibilité de la trahison. La trahison ne peut intervenir que sur un terrain de confiance. En cela, ça nous habite en termes de responsabilité. Si vous voulez que le patient ait confiance en vous, alors ça vous oblige en termes de responsabilité pour ne pas le trahir. Et c'est compliqué. Des micro-trahisons, on en fait tout le temps. Nous, dans les soins, dans nos services, il suffit, avec les rythmes qui augmentent et qui sont de plus en plus tendus, eh bien, quand un patient en post-opératoire appelle une infirmière en disant « Voilà, j'ai trop mal, foutez-moi une morphine là parce que j'en peux plus ». Et l'infirmière dit « Oui, excusez-moi, mais là j'ai un truc, j'ai eu une urgence, là je reviens dans 5 minutes, je vous promets ça, faites-moi confiance, je reviens dans 5 minutes, 5 minutes ». Elle fonce vers le truc, à part qu'elle est parasitée par des trucs aussi super urgents, et que le type qui a mal au passé à la 6e minute, cette micro-trahison, elle est ressentie par le patient. Parce qu'il n'a pas le choix que de vous faire confiance et de se soumettre à votre pouvoir et à votre autorité. Donc, ces micro-trahisons sont légion. Il nous appartient de faire très attention à ces petites choses qui ont tellement d'importance pour ces patients qui sont coincés dans des plumards d'hospitalisation. Alors, ce que je propose, moi, pas de jeter la confiance, c'est quelque chose de très intéressant, de l'accepter, mais de l'accepter avec cette éthique qui nous oblige moralement. Et donc, dans cette parole, eh bien, alors instaurons cette confiance. Acceptons la responsabilité qui nous incombe, si on veut vraiment que cette confiance ait du sens, mais j'invite à une forme d'inquiétude.
C'est-à-dire que cette confiance, eh bien, je propose qu'elle soit inquiète. Faire confiance totalement à autrui, c'est pas très brillant, parce que vous vous exposez beaucoup. Si vous êtes confiant et un peu inquiet, eh bien, ça vous permet d'avoir une attitude positive vis-à-vis d'autrui, dans cette idée de confiance, mais quand même avec une forme d'inquiétude, il y a ce salaud, je le sens, il pourrait bien pouvoir me faire trébucher. Donc, ce que je propose, c'est une éthique avec l'épée au fourreau, mais la main sur la garde. C'est-à-dire être armé, prévoir qu'autrui ne soit pas qu'un ange. C'est très facile de penser qu'autrui puisse n'être qu'un ange. Vous savez, c'est la situation amoureuse où on tombe raide dingue de l'autre. C'est l'histoire du sketch de Foresti. Elle est amoureuse d'un type et elle explique à sa copine, elle dit, ah, il est trop bien, ah, ce type, ah, je suis amoureuse dingue, c'est dingue. Ah, si vous voyez comme il joue de la guitare, je l'écouterai des heures, il est trop fort, il joue de la guitare comme un move, je l'écouterai des heures. 3 mois après, elle dit, putain, mais arrête avec ton banjo de merde, je vais te le foutre en fion. Donc on voit très bien que 3 mois après la situation amoureuse à 300%, la guitare se transforme en banjo et que du régal de l'oreille devient facilement insupportable. Donc, pour revenir à cette confiance inquiète, l'idée c'est de ne pas voir que l'ange, d'imaginer qu'il y a une dualité, un pharmacone, que derrière l'ange il y a peut-être un démon, mais pas que. Et si on voit qu'un démon, c'est ça qui nous arrive le plus souvent, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui est insupportable, parce qu'il est agressif, parce qu'il est violent, parce qu'il est insupportable, baveux, puant, il est plein d'excréments, il pue l'urine, et c'est insupportable chaque fois qu'on s'approche de lui, il est démoniaque, insupportable, pas agréable du tout. Et on a plus vite de le représenter en termes de démon qu'en termes d'ange. Néanmoins, se cantonner à cette image démoniaque est insuffisant. Il est évident qu'il y a quelque chose à aller rechercher. Dans l'archéologos, encore une fois, dans le principe, à la source de la parole, et derrière cette représentation diabolique, il y a peut-être quelque chose d'angélique. En tout cas, pas peut-être, mais sûrement. Parce que nous disent Yankelevitch et Ricoeur, nous sommes mêmes et différents. À la fois mêmes et différents. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Nous avons ça en commun, qui que nous soyons, dans quelque posture que nous ayons, cette humanité que nous avons en partage. Cette humanité, eh bien, nous sommes mêmes les uns et les autres, dans toutes les situations de soins et de rencontres, nous avons cette mêmeté. Et cette mêmeté, elle est foutue par l'humanité. Et cette humanité, ben, c'est incompressible, inaliénable, on la partage tous. À côté de ça, nous ne sommes pas que mêmes, sinon on serait tous des clones et on serait tous pareils. On est aussi différents. Et cette idée d'être même et différent est géniale, elle est en plein dans le pharmacone. Nous sommes mêmes et différents, parce que nous sommes des êtres singuliers. Et ce rapprochement d'autrui singulier, qui ne ressemble à personne, et d'autrui même, qui ressemble à tous, permet d'imaginer que nous soyons ensemble mêmes et différents. Et ça nous oblige encore une fois moralement dans l'obligation d'être seul, je ne crois pas, mais garant, comme les autres, de cette parole d'autrui, parce que nous sommes mêmes et différents. Alors je suis très bavard et je voudrais peut-être conclure avec ceci. Oui, c'est la fin. Allez, j'ai commencé par du grec, je finis par du grec. J'adore me la péter avec le grec. Askein peri kaonon semata, aimé blaptein, aimé ophéléin, aimé blaptein. Je traduis, vous voyez qu'il y a quand même besoin de traduction de la parole. Là, je suis sûr peut-être que certains ont fait du grec et vous comprenez d'emblée. Pour cela, ils ont déjà traduit. Néanmoins, là, je vous parle un langage, finalement, où je fais un peu exprès de vous balancer des trucs que vous ne comprenez pas forcément. Alors, en même temps, c'est la recette des spaghettis à la bolognaise. À part que je peux raconter n'importe quoi derrière ça. Non, c'est un principe incontournable de la médecine et de la philosophie et
de la psychologie, puisque nous sommes désormais cousins. Askein peritan non semata. Ça veut dire que quand on cherche autour de la maladie, askein, il faut chercher peri, autour, ta non semata, de la maladie. Chercher autour de la maladie, duo, deux choses. Ophéléin, c'est-à-dire prendre soin, soulager, aimer blactéine et ne pas porter atteinte. Ce qui a donné quelque chose en latin, et on le connaît mieux en latin, primum non nocere, c'est la parole d'Hippocrate traduite par Galien, qui est traduite et revenue chez nous à nos oreilles par le primum non nocere. Encore une fois, le latin, je veux vous dire que Cicéron, il a fait des coupes sombres sur le grec, et on ne retient que des petites choses. 3 mots pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots en grec. Les 9 mots en grec, le grec est un langage éminemment philosophique parce qu'il y a plein de petites nuances qui donnent du sens aux choses. Il y a des langues qui sont plus philosophiques que d'autres. Le latin l'est moins que le grec. Primum non nocere est une réduction du principe donc de non-malfaisance. Je conclue avec ça. C'est très facile de vouloir bien traiter autrui. C'est à la portée de n'importe quel couillon. Vouloir bien traiter autrui, il suffit de penser le bien pour autrui. Qu'est-ce qui est bien pour autrui? Eh bien, cette facilité que nous avons à penser le bien pour autrui, c'est finalement de garder l'autre en termes d'objet, et qu'il soit l'objet de notre préoccupation, et on va penser à sa place et pour lui. Penser pour lui, c'est le principe de bienveillance, de bien-traitance. Bien traiter autrui, il suffit de se satisfaire de ce qu'on pense pour autrui et ce qui est bien pour l'autre. Encore une fois, moi quand je me pose une question et que je me donne une réponse, je la trouve pas mal. Je suis assez d'accord avec moi-même. Et je m'entends relativement bien avec moi-même finalement. Et donc quand je me satisfais de mes propres réponses, eh bien, je fonctionne pas si mal. Sauf quand j'expose cette idée à quelqu'un d'autre. Et là, l'autre, Sartre a raison. L'enfer, c'est les autres. Hein. C'est dès le moment où vous exposez une idée et que l'autre n'est pas d'accord, il vous fout en l'air votre schéma. Je suis très bavard, vous avez perçu, mais encore un petit exemple. Un jour, j'ai décidé de me mettre à la peinture. Et je trouvais que j'avais un don particulier pour le dessin et la peinture et que j'étais assez doué pour ça. Et donc, je me suis acheté le matériel, un chevalet, un châssis, une toile, de la peinture à l'huile, bien sûr. Hein, on ne va pas faire de l'acrylique, c'est nul. On va faire de la peinture à l'huile, ça c'est noble, et on ne peut que commencer par ça. Et donc, je commence à dessiner et à peindre, et j'essaye d'aboutir un tableau. J'y mets du temps, je recule, je reviens, j'essaye de le peaufiner. Je regarde, et je dis, voilà, pas mal. Vraiment, c'est chouette. Jusqu'à ce que ma femme passe derrière, qui regarde ça, et dit, hey, mec, il y a du boulot. Bon, elle n'a aucun goût, hein. Aucun goût artistique. Mais en cela, c'était intéressant déjà de voir que tout le monde n'était pas d'accord forcément avec moi. Bon, j'en ai fait fi, et j'ai participé à une exposition dans le village avec des amateurs. Des amateurs. Pour commencer humblement. Et donc j'ai exposé mes toiles avec ces amateurs. Pas peu fier, hein. Je vais montrer au monde finalement le peintre qu'il attendait depuis des siècles. Je suis là. J'ai été très déçu. D'abord parce que les gens n'avaient aucun goût. Ils s'intéressaient même à des choses complètement ridicules, d'autres bonhommes qui avaient fait des dessins et des peintures qui ne valaient pas un pélo, quoi. Donc, voilà ce que je veux vous dire, c'est que finalement, se satisfaire de soi-même pour la pensée, c'est souvent insuffisant. S'exposer vis-à-vis d'autrui, c'est pas confortable. C'est quelquefois un peu dangereux, souvent agaçant. Néanmoins, ça nous met en tension. Ça met le texte en textile. Ça permet de faire du bien, de quelquefois nous mettre en conflit, mais de donner du sens. Parce que je vous avoue que j'ai abandonné la peinture, pas parce que c'était pas bon, vous imaginez bien, mais parce que les gens ne comprenaient pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec Christine Malherbe, une infirmière qui a passé à l'euthanasie une cinquantaine de personnes, et qui disait, mais moi je suis une bonne infirmière.
Monsieur le Président. Je suis une bonne infirmière, je reste au chevet du patient, je l'écoute, c'est dans la parole à fond, je l'écoute et je lui réponds. Je ne fais pas comme mes collègues qui vont à l'office, qui boivent des cafés, et qui lisent Voici et Gala et qui vont passer des heures à papoter. Non, non, non. Moi, je suis une bonne infirmière, je reste au chevet du patient. Bon, je vous le fais court, elle a pris 12 ans de réclusion criminelle et le président, après le verdict, lui a dit Madame Malherbe, je regrette vraiment que vous ne soyez pas allé boire plus souvent le café avec vos collègues. Vous auriez pu déjà exposer vos difficultés professionnelles. Vous auriez pu avoir un retour avec des pistes et des possibles que vous n'avez pas imaginé tout seul. Et la pire des choses, c'est que vous vous êtes satisfaite de vos propres idées et vous en les avez érigées en vérité. Et vous avez finalement confondu le remède et le poison. Il explique que ce pharmacome, finalement, eh bien, Christine Malherbe a confondu le remède et le poison. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver, nous, en tant que soignants, de confondre le remède et le poison. Et peut-être que la plus grosse inférence qui nous pousse à confondre le remède et le poison, c'est la pensée solipsiste. En cela, c'est dangereux. Avant tout, ne pas nuire. C'est un niveau 2 qui nous oblige. Vous avez compris que bien traiter, c'était à la portée de n'importe quel couillon. Mais ne pas nuire, ça demande un niveau 2. Ne pas nuire, primum non nocere. Ça nous oblige à avoir l'esprit conséquentialiste. C'est de voir ce que je prévois bien pour le patient, voir si c'est réellement bien, et si ça ne va pas lui nuire, si ça ne va pas être délétère. Donc je suis obligé de faire avec lui, et voir si ce que je lui propose lui convient, ou si ça ne lui convient pas, essayer de négocier des choses, de tenter de le convaincre là-dessus, mais de le négocier, et de l'accepter en tant que sujet en soi. Et donc on va finir par quelque chose de très sérieux, qui reste les Shadocks, vous avez compris. D'abord parce que je crois que c'est il y a un anniversaire cette année sur les Shadocks. Donc l'éthique est un effort pour rendre le tragique moins tragique. C'est pas de moi, c'est de Éric Fiat, c'est sa définition de l'éthique. C'est ce qui sert l'éthique à rendre le tragique moins tragique. Vous voyez que c'est juste une petite nuance. C'est juste quelque chose qui permet de rendre du mal moins mauvais. Et donc c'est du travail là-dessus. Et les Shadocks concluent et disent finalement, il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose en ne pompant pas. Et donc, en cela, ça vaut le coup de tenter des lumières, de tenter cette lumière dans la parole. Je vais m'arrêter là, je suis pas là, et je vous remercie pour votre attention. Alors, j'espère vous avoir agacé, dérangé, séduit peut-être, mais pas que. Faut pas rêver. Faut pas rêver, merci. Cartes. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je précise ou je n'aurais pas été assez clair? Vous savez, des fois même moi, je ne comprends pas tout ce que je dis. Moi, j'ai une question. C'est tout depuis le début, donc chouette. j'espère que ça ne m'a pas empêché de suivre le reste. Vous parlez du verbe, du logos, de la parole. Est-ce que ça veut dire que c'est des mots? Est-ce que ça peut être autre chose que des mots? Le culture, le ressent, les gens, est-ce qu'on peut aller à l'Ecclésia, donc avant l'été, là, parler des mots, mais dans notre pratique, vous avez la réponse à la question, je crois. C'est que j'espère que oui. J'espère que le sens est au-delà des mots. Il y avait ce langage sifflé que je n'ai pas pu vous faire entendre. Delphine nous en a fait encore un petit peu. On voit bien que le mot en soi n'est pas essentiel. Le mot, il est là dans la syntaxe, dans le langage, dans le sens qu'on donne à faire des finesses dans le langage. Le langage des signes est aussi un langage construit, plein de sens. Et la façon de signer, eh bien, elle est éloquente. Le signe est bruyant quelquefois. Le signe avec les mains, il est quelquefois assourdissant aussi. Dans le silence, il y a ce signe qui vient et qui vient donner du sens. Donc on n'a pas besoin de mots. On voit qu'on peut siffler, qu'on peut gesticuler, qu'on peut parler, qu'on peut chanter.
il y a, je crois, tellement de formes de langage. Ce qui compte, c'est que chaque forme de langage soit habitée par un ethos. C'est-à-dire que dans tous les langages, on peut se passer d'ethos. On peut se passer d'éthique. Dans toute forme de langage, dans toute forme de communication. Mais peut-être que ce qui nous rend garant de la parole d'autrui, c'est justement, et vous l'avez senti dans votre introduction, c'est cette injection d'éthique dans notre pratique, dans cet ethos, dans cette mise en équilibre du pathos, et de tenter de trouver ce kairos qui nous permet d'être efficace et compétent dans nos compétences, dans notre spécialité. Alors, il y a des mots, il y a du logos, il y a du verbe, il y a de la voix, il y a du bruit. Et tout cela, toutes les formes que vous pouvez utiliser, eh bien ça ne peut avoir du sens pour nous en termes d'éthique que si on y injecte de l'éthos, évidemment. C'est-à-dire qu'on, dans toutes les formes de langage, on peut retirer l'éthos. Et on peut faire de belles saloperies avec n'importe quel langage. Notre responsabilité, et en termes de garantie, eh bien, c'est justement d'habiter cette parole avec de l'éthos. C'est ce que je propose. Ça vous convient? Pardon. Après, la difficulté, c'est qu'on a... Il faut sûrement être très courageux quand on est psychologue et de revenir avec un diagnostic comme ça. Ça doit être très compliqué pour vous. Je crois que, bien sûr, vous avez sûrement ce droit-là à ne pas trouver du sens quelquefois. Il y a cette idée de traduction, d'interprétation, qui est vraiment aussi, en termes de littérature, c'est passionnant de voir le métier de l'édition, par exemple, pour traduire un ouvrage étranger et de donner du sens. La traduction, c'est ce qui va être déterminant dans le succès que le bouquin aura chez nous. Ça va être déterminant. Si le traducteur y injecte de la traduction littérale, tranquille que ça va pas aboutir à un truc qui soit un peu moutillant. Pas du tout. Le traducteur, il va être obligé d'utiliser la parabole. Il va être obligé d'utiliser de l'image, de la poésie, de la philosophie. Il va être obligé d'y injecter de la transmission. Et pour que cette transmission, elle nous séduise, il va falloir qu'il se défonce. Le métier de traducteur doit être aussi quelque chose de passionnant. Je crois que vous êtes aussi, vous êtes, je suppose un peu aussi, dans cette idée de traduction pour donner du sens, d'interprétation. Il y a cette idée d'oracle, de devin, qui va traduire un peu cette vérité qui est inaccessible pour le commun des mortels, et vous êtes ce passeur qui va permettre justement la fluidité et le passage pour revenir en amont du fleuve l'été. Ça vous plombe, ça vous oblige à la responsabilité. Le retour du psychologue et voir si les autres professionnels, par leurs compétences et leur connaissance du sujet, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, je suppose qu'en psy, ça doit être assez courant comme affaire. Mais en MCO, chez nous, je regrette de ne pas l'avoir vécu plus précisément. Mais vous avez raison. Imaginez que vous soyez les seuls garants de la parole, mais ce serait terrifiant pour vous, et ça vous donnerait une responsabilité même. Ça l'est terrifiant. On attend parfois de nous, mes collègues, des rôles me font ce que moi je pense, où on attend une autre norme du psychologue. Ouais, surtout quand il y a une impasse. On n'arrive pas à trouver du... L'aide-soignant tente quelquefois d'avoir raison sur le psychologue. On n'a pas parlé de ça, et pourtant c'est essentiel aussi, en termes de conviction et en termes de responsabilité. Il y a plus. Max Weber nous parle de cette éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. Il a tendance à les dichotomiser, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une éthique de conviction qui est faite de nos émotions, de nos représentations, et c'est avec ça qu'on va réagir en premier. Cette éthique de conviction, je suis convaincu que c'est ce qui est bien pour autrui. Donc il dit ça, il faut s'en débarrasser le plus vite possible, et agir sur de l'éthique de responsabilité, et passer d'une éthique individuelle à une éthique collective, une éthique responsable, partagée, construite. Bon, encore une fois, moi je ne suis pas pour partager et dichotomiser tout. J'imagine peut-être qu'il y a une possibilité qui permettrait
de fonder nos convictions, parce que c'est important d'être convaincu quand même de quelque chose, et de porter une idée, parce qu'on en est convaincu. Mais de porter cette idée et cette conviction sur la base d'une éthique de responsabilité. Je crois qu'on peut fonder une éthique partagée, construire quelque chose. Alors c'est compliqué, vous ne le direz pas à chaque fois, sûrement ça va être très très complexe, mais ça vaut le coup de tenter l'exercice. Et je sais que dans les saisines de l'espace éthique, eh bien, on se retrouve dans le débat éthique où les convictions, bien sûr, se heurtent quelquefois, mais où on va régler une méthodologie de réflexion qui permet justement de se débarrasser des convictions et de fonder le discours et le débat sur des socles bien carrés. Le socle juridique, le socle philosophique, le socle psychologique, le socle clinique, le socle organisationnel. Et une fois qu'on a blindé tous ces socles-là, on part sur une fondation partagée et consensuelle. Après, les convictions, elles ont le droit d'exister, néanmoins, à l'aune de ces socles de responsabilité, justice et juridique, et à l'aune de tous les principes éthiques. Réservés à ces espaces éthiques, donc il faudra que je vous parle. Peut-être que la difficulté, c'est la question du doute. Oui. Parce que en université, en fac de psychologie, on nous inculte cette culture du doute. Ouais. Moi, je vois comme les jeux pour enfants, vous savez, où il y a des petites pièces, et puis il y a toujours une pièce libre qui permet de faire bouger toutes les pièces pour reprendre le puzzle. Ouais. Donc il faut qu'on ait ce trou de vide. Ouais. Parce que sinon, peuplé de conditions, ça coince. Or, si on prend le modèle médical et le modèle infirmier, par exemple, il n'y a pas la place pour le doute. Alors oui et non, je dis non. Voilà. Mais quand on discute, notamment quand on discute avec certains professionnels, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, loin de là, mais souvent ce qui bloque, c'est justement lorsque ce doute n'existe plus et qu'on ne se permet plus de l'avoir. Parce que vraiment, il faut que mon geste soit précis, il faut que mon geste et ma parole, du coup, tout ensemble, prennent une précision telle que je ne peux pas avoir de doute. Et à partir de là, c'est vrai qu'on ne peut plus parler, on ne peut plus dialoguer, parce que justement, l'éthique, c'est remettre en question, certes on a des conditions, mais avoir une partie de nous qui dit, et si finalement ce que je savais n'était pas la vérité à ce moment-là. Alors ça, c'est un peu, j'avais fait un plan, je devais finir par le doute. Je les appelle tout à l'heure. Vous avez suivi le peu plus tard, pour rappeler je devais finir par ça. Et les certitudes sont très rassurantes. Très rassurantes. Et effectivement, dans nos formations initiales, nous, le doute, il n'y a pas eu de module sur le doute. Il y a eu plus le module de construire une raison et un argument pour porter des convictions. Là, il a fallu que je passe par la philosophie pour me soigner un petit peu. J'aurais dû commencer par la psycho, ça m'aurait aidé s'il y avait déjà d'emblée des modules sur le doute. Pour ça, je vous raconte un petit truc, c'est l'histoire de Pyrrhon. D'abord, Aristote. Aristote, lui, 2500 ans avant Jésus-Christ, nous pose deux principes. Et deux principes de la même façon que cette blague que vous avez dû entendre, vous savez, le chef, article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si le chef n'a pas raison, se référer à l'article 1, le chef a toujours raison. Aristote nous fait exactement le même. Il nous dit, article 1, principe de non-contradiction. Une chose est vraie ou une chose est fausse, elle ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Parce que là, c'est pas très compliqué. Une chose est vraie ou une chose est fausse. Elle ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Ok? Article 2, principe du tiers exclu. Vous avez bien compris que soit une chose est vraie, soit une chose est fausse. Deux possibilités. Elle ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Principe du tiers exclu. Premier article 1, il y a donc deux possibilités, une chose est vraie ou une chose est fausse. Point de barre. Là-dessus, il nous a bétonné la pensée depuis 25 siècles. C'est pas rien. C'est-à-dire que les mathématiques sont fondées là-dessus, sur la démonstration que quelque chose est vrai et que le contraire, si c'est faux, eh bien le contraire est vrai. Démonstration par l'absurde. Le système mathématique est fondé là-dessus. Et on fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que si vous allez dans un musée, par exemple,
asseyez-vous et regardez ce que disent les gens face à un tableau. Il y en a qui vont passer dans le tableau et qui vont dire oh, j'adore, je mettrais bien ça dans ma salle à manger. Ce serait une meilleure effet. Il y en a d'autres qui vont passer et faire oh, que c'est moche, je ne voudrais même pas ça dans mon garage. Il n'y en a aucun qui vont passer devant le tableau et qui vont dire ah, c'est beau et moche. On ne sait pas le penser, ça. Vous voyez, soit on pense que c'est beau, soit on pense que c'est moche. On ne sait pas penser le beau et moche direct. En forçant un peu, on peut faire cet effort. En disant oui, le truc qui me plaise, d'autres moins. On va pouvoir le nuancer. Mais d'emblée, le cerveau n'est pas préparé à ça. Et là-dessus, l'histoire d'Alexandre qui part pour conquérir l'Asie, il part avec une armée et avec des philosophes aussi, des conseillers, et notamment un conseiller philosophe qui s'appelle Pyrrhon, Pyrrhon d'Élis. Et Pyrrhon rencontre des philosophes orientaux. Il se bouscule un peu les idées. Il revient voir Alexandre et il dit Alexandre, je crois qu'Aristote nous a raconté des conneries. Bon, si j'en crois ce qu'on vient de me raconter tout à l'heure, il y a un truc qui déconne. Et alors il dit Alexandre, c'est quoi? Il dit mais Alexandre, je vous fais le truc. Pyrrhon dit à Alexandre, Alexandre, quand je te dis une chose est vraie, tu retiens deux mots qui sont chose et vraie. Il dit, ben voilà, tu as oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est justement le verbe être. Une chose est vraie. Tu as retenu chose et vraie. C'est Aristote lui-même, dans son ouvrage Métaphysique, livre Gamma, où il explique qu'une chose existe que si elle est en substance. C'est-à-dire, il dit, vous voyez, cette table, on est tous d'accord, si on vient la toucher, il y a de la substance, on va tous vérifier qu'elle existe. Cette table, elle existe, elle est table. Il y a un plateau, il y a des pieds, on va pas, il faut de 3 plombs, on va consensualiser le fait qu'on est devant une table. Il y a de la substance, donc on va pouvoir le vérifier. Mais la vérité, comment une chose peut-elle exister en tant que vraie? Il n'y a pas de substance dans la vérité. Elle ne peut pas exister, la vérité, telle que Aristote en a fait la définition de l'existence. L'existence est liée à la substance. La vérité n'a pas de substance, donc la vérité ne peut pas exister. La rhétorique. Donc, je te propose autre chose, dit Pierre. Qui ne change pas fondamentalement l'affaire, mais qui va vous faire sortir de cette pièce différente de ce que vous êtes en train de. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir un truc qui va se passer. Quelque chose. Je te propose un truc. Tu enlèves le verbe être et tu y substitues le verbe paraître. Une chose paraît vraie. Ça ne change pas grand-chose. Tu peux fonctionner de la même façon. Simplement, l'idée d'emblée qu'une chose ne fasse que paraître vraie, eh bien, d'emblée, ça permet d'imaginer qu'à tout moment, elle puisse devenir fausse. Ça permet de restituer encore une fois cette dualité dans ce pharmacone, de ne pas voir que l'ange ou que le démon, la vérité ou la fausseté, mais d'imaginer que l'apparence puisse nous ouvrir le monde des possibles. Et ce doute, Pyrrhon est bien le père du scepticisme. Ce type-là n'a jamais rien écrit à un seul mot. Et 2500 ans après, on a sa philosophie qui nous tombe ici à Gaillac, salle polyvalente du centre hospitalier. C'est pas rien. Ce type n'a jamais rien écrit. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à ses idées. Il dit, le doute, il est précieux et important. Il ne doit pas nous paralyser. Parce qu'on pourrait trébucher dans le doute et ne plus agir et ne faire que douter. Et donc ce doute pourrait être toxique. Non, non, non. Le doute doit nous servir juste à suspendre notre jugement, l'ananké, un concept grec, qui permet de suspendre le jugement et d'imaginer les possibles avec l'apparence. Les choses nous apparaissent, on les prend telles qu'elles nous apparaissent, mais on est assez malin pour imaginer que derrière cette apparence, le voile se levant, derrière on puisse y trouver cette réalité.
quelque chose de plus prégnant et de plus conceptuel et de plus substantiel. Donc là-dessus, il nous amène un truc super puissant pour nous soignants. C'est-à-dire que d'emblée, ça nous oblige à être vachement plus prudents. La certitude, elle c'est un chemin, on peut y courir, y marcher tranquille avec le nez en l'air. Le chemin du doute, lui, plus meuble, moins stable. On va y avancer beaucoup plus prudemment. On va regarder où on met les pieds. On va avancer sur des œufs, mais ça nous rend plus brillants quand même en termes d'humanité. Je reviens justement sur cette dimension, ce que tu as dit là, souvent implicitement, qui est la dimension de l'écrit, c'est-à-dire qui est une dimension très actuelle, c'est-à-dire les écrits restent, les paroles s'envolent. Les infirmières se plaignent, les aides-soignantes aussi, que nous sommes dans une logique de transmission, de paperasse, d'évaluation, d'écrit en fait. Et le psychologue, lui, si j'ai bien compris, il est plutôt dans la parole, dans l'écoute de la parole, voire même il bénéficie de l'illusion, en quelque sorte, d'une sorte d'interprétation, y compris dans des situations où la parole n'est pas véritablement explicite. Alors, moi, je voudrais te poser une question comme philosophe, là, vraiment, parce que j'ai été tout à fait passionné par ce que tu dis. Si on prend la philosophie hébraïque juive, la Bible, c'est Dieu, c'est l'écrit qui est Dieu. Si on prend le christianisme maintenant, il me semble que lui a amené une nuance avec la parole performative. En vérité, je vous le dis. Et peut-être expliqué par le fait que les évangiles ont été écrits 30, 40 ans après la mort de Jésus de Nazareth, et qu'il a fallu 4 évangiles encore canoniques, sans compter les apocryphes, pour coucher sur le papier ce qui était des transmissions orales, verbales. Et donc, nous sommes maintenant, par exemple, dans la dimension médico-légale, et tu l'as laissé entendre quand tu as dit, par exemple, tu dis la micro-trahison de l'infirmière qui dit « je vais revenir dans 5 minutes », et j'ai vécu ça il y a un mois quand j'ai été opéré, et puis qui revient effectivement plus tard. Bon. Si elle l'avait écrit, c'est plus difficile. Bon, j'ai vu en Algérie, effectivement, un infirmier avoir une sanction, enfin, c'est pas moi qui l'ai mise, parce qu'il avait dessiné la courbe de température. Mais c'est un peu plus difficile que de parler, disons, et que d'être dans la simple parole, les paroles s'envolent, les écrits restent, etc. Alors je voulais avoir ton sentiment sur cette espèce de retour, au fond, de la sacralisation de l'écrit et de la difficulté que nous avons avec la parole qui, comme tu disais dès le départ, est un peu plus légère. Est-ce qu'on ne pourrait pas le trouver dans une dualité philosophique, au fond, entre des moments où la parole a été quelque chose qui était très important, et puis des moments où, au contraire, c'est plutôt l'écrit qui l'a emporté, comme c'est le cas actuellement, avec les lois, avec les, je sais pas moi, les testaments, en fait, avec les directives anticipées, puisque tu as écrit des directives anticipées, ou la désignation de la personne de confiance, tout se fait par écrit. Si c'est pas de l'écrit, ça marche pas. Allez, je te lance là-dessus. On va partager la réponse, parce que d'emblée, moi, j'avais une réponse qui était presque contradictoire avec ce que tu dis. Moi, dans les soins, j'ai l'impression que justement l'écrit s'envole. On a préféré les cases à cocher, voire même l'annihilation de la parole des soignants. C'est-à-dire qu'on nous a formé toutes les équipes de soins privés, publics, depuis maintenant une bonne 10-15 d'années, à oublier les cahiers de transmission que nous avions, où là la parole se lâchait. Moi je me rappelle m'être jubilé à raconter des histoires dans mes transmissions parce que je travaillais de nuit et que à cet moment-là j'avais du temps et que je pouvais écrire des choses complètement allumées même sur certains patients. Et là il y avait l'écrit, il y avait l'histoire, il y avait vraiment du sens et de la transmission. Aujourd'hui on nous a formés à transmettre que s'il se passait quelque chose.
C'est-à-dire que s'il ne se passait rien, on ne transmettait rien. Connerie gigantesque. C'est-à-dire que sur un patient qui ne sonne pas la nuit, par exemple, eh bien, on n'écrit rien. On va écrire un truc que si le type a une bête de travers. Ah, ça ne va pas du tout. Et donc, dans ce sens-là, on a perdu le RAS. Alors, évidemment, il y a des choses dont on s'est débarrassé. Il y avait RAS, rien à signaler. A bien dormi. Alors ça, j'avoue que ça méritait d'être pensé. C'est-à-dire que A bien dormi sur une équipe de nuit, c'est parce que le type n'allait pas monter de la nuit. Peut-être que le type était plié en 15 tellement il avait mal et qu'il ne pouvait pas choper la sonnette parce qu'il était loin. Mais on avait évidemment des représentations. Et le silence donnait lieu à des interprétations soignantes. Aujourd'hui, on a des checklists, des cases à cocher. On a des protocoles, des cases à cocher. Des préparations de dossiers opérationnels, des cases à cocher. Et la parole, là, il n'y a même plus de signe. Il n'y a juste que la croix. Et la croix, c'est les analphabètes qui signaient avec des croix. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des générations de soignants analphabètes. Alors peut-être que vous allez réagir, j'espère, à ce qu'a dit Bernard, c'est que vous êtes certes dans une métier de parole, mais vous êtes dans un métier d'écrit. Moi, il me semble que des rapports de psycho, moi, ça me fout sur le cul. C'est des types, tout ça, qui sont capables d'écrire des pages entières sur des rapports de relations avec le patient. Ça, nous, en tant qu'infirmiers, on ne sait pas faire. Moi-même, un infirmier en psychiatrie, par exemple, j'ai fait un stage en psychiatrie, les types m'ont foutu sur le cul tellement ils écrivaient, c'était des infirmiers comme moi, les types ils écrivaient. Alors que nous, quand on avait fait 2 phrases, on était déjà séchés. Non, je crois qu'il y a encore des métiers de parole, et la parole n'est pas que oralité, je crois qu'elle peut être aussi textuelle. Vous me direz si je vous contrôle, si je me trompe ou pas, mais je crois que vous êtes aussi dans l'écriture. Et je regrette, moi, que les paroles s'envolent pour donner place qu'à des cases à cocher et à des croix. Je ne vous cache pas non plus que je fais un constat terrible, puisque je dirige des mémoires à l'université et à l'Institut de formation des cadres de santé. Je suis terrifié en constatant la pauvreté syntaxique et les fautes d'orthographe et de conjugaison faites par des prétendants au concours de cadres de santé. De voir des anamnèses écrites par des jeunes internes qui sont, mais à s'arracher les cheveux, j'allais dire, bon, ok, ouais. J'en ai vu beaucoup. Les infirmiers, dernièrement, un infirmier qui m'a envoyé une fiche d'événements indésirables. 3 phrases, 12 fautes. Avec des verbes au participe passé alors qu'ils auraient dû être à l'infinitif, classique. Par exemple, a-t-on avec des T apostrophes au lieu de mettre des tirés, vous allez dire que je chipote, ok. Merde, non, la langue française, elle a du sens. L'apostrophe et le tiré, ça a du sens. C'est pas le même T. Le T apostrophe, c'est quand on parle, quand on dit a-t-il. A-t-il, c'est avec des tirés. Quand on dit l'apostrophe, c'est quand on parle de toi. J'avais pas trouvé l'exemple, mais c'est le T apostrophe, c'est toi. Comment ? Je t'appelle. Voilà, je t'appelle, j'appelle toi. Et là, le T, on met l'apostrophe, on met pas de tiré. Bon, ben ça, là, je peux vous dire que là, c'est la brasse coulée aujourd'hui entre le tiré et l'apostrophe. Là, je vous parle déjà d'une nuance qui est déjà presque de l'ordre de la science-fiction, si ça méritait d'être remis. Bon, en plus, l'Académie française. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux mettre des croix dans les cases, parce que... Oh non, non, non. Si, non, mais une de mes amies qui est cadre infirmier me disait combien elle était affolée par la confusion entre l'infinitif et le participe passé quand il s'agit d'un soin qui a donné ou qui a été donné au patient. Ah ben, imaginez. Donc là, il vaut mieux... À donner ou à donner le R? Voilà, oui, non, mais dans ce cas-là, il vaut mieux mettre une croix. Au moins, on sait que c'est à faire ou pas. Mais voilà l'impression que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un appauvrissement de la syntaxe et de la construction de la phrase, et je pense que une chose mal énoncée rajoute du malheur au monde, comme dit Camus. Mal énoncer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, oui, parce que
si vous faites une phrase qui peut changer de sens en fonction de vous mettez un prédicatif ou un infinitif, c'est le sens que vous allez donner. Si vous n'êtes pas foutu d'écrire correctement, comment voulez-vous penser correctement? Donc là, j'avoue que je suis un peu raide, mais je constate des choses effrayantes dans ces nouvelles générations. Alors, je parle pas, je fustige pas la jeune génération en soi, mais je vois un appauvrissement terrible de la syntaxe et de l'orthographe, et ça m'effraie. J'ai peur que la pensée s'envole en même temps que les mots. C'est peut-être obsessionnel aussi. Je vais plus loin. Si on coche des cases pour les souhaits, on a plus de temps pour réfléchir. Ah, c'est l'histoire du temps de cerveau libre, là. Comment ça s'appelle? Oh non, Coca-Cola. Ouais. Ça permet de libérer du temps et de l'espace pour penser autre chose. Ouais, commençons à penser correctement. Et pour écrire correctement. Ouais, ça m'agace. Comment? Dites-moi. Je dis, il faut avoir en effet du temps, comme on le disait. Oui. Le psychologue, il a ça. Oui. Le psychologue, il a le temps. Oui. Et l'équipe, en effet, des soignantes n'a pas forcément ce temps-là. Ouais. Parce qu'ils ont une checklist, en effet, à remplir. Et ils zappent. Oui. Ils zappent les codes barres. Oui, c'est encore mieux. On n'a même plus à faire de croix. Il ne faut pas se forcer de mentionner. Ça, ils zappent, tu sais. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que je voulais rebondir sur le temps. Ça s'appelle les analyses de plus en plus. Ah oui. Le temps Avec doit la touche. être conceptualisé dans l'organisation des soins aujourd'hui. À fond. Le concept de temps est quelque chose de précieux à intégrer dans l'organisation des soins aujourd'hui. Précieux. Et il faut le penser. C'est pas le temps du patient ou de l'auditeur. Ouais. C'est le temps de tous. Parce qu'on est tous dans des temporalités qui sont différentes. Ah ouais. Il y a les soignants qui sont à 300 à l'heure et on leur en rajoute. Hein. Je participe à ça en plus. On rajoute de la pression, on densifie les tâches, on densifie ce temps. L'urgence, c'est vraiment aujourd'hui, même le soin traditionnel est dans l'urgence. C'est quand même paradoxal. L'urgence était réservée à cette contraction du temps, urgence. C'est-à-dire que c'est un temps où il faut aller vite. Mais c'était réservé à un service. Aujourd'hui, tous les services traditionnels sont dans l'urgence. Et on voit les infirmières, les soignantes qui courent dans tous les sens et qui sont épuisées et qui disent on n'en peut plus, on n'a pas le temps. Elles ont perdu le temps. Alors est-ce qu'elles ont perdu du temps ou est-ce qu'elles ont perdu le temps en soi, quoi. Donc ça mérite à être conceptualisé clairement dans l'organisation pour y donner du sens.